Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la partie 2 de la vidéo dans laquelle je te raconte que ça fait plus de 25 ans que je dev. Alors, tu peux aller revoir la partie 1 dans laquelle je te reparle des débuts, mes expériences en alternance, en stage, les prud'hommes, tout ce qui s'est passé, on m'a pas payé, j'ai dû changer de boîte, etc., etc., etc. Jusqu'à, en fait, le début de la partie 1, c'est jusqu'à en fait, mon expérience jusqu'au CDI. Et ensuite, eh bien, dans cette vidéo, ce que je vais te partager, en fait, je vais te partager la deuxième partie un peu de mon expérience, c'est-à-dire la partie où je suis passé un peu freelance, etc. Alors, je vais te partager les anecdotes, les fois où je me suis fait arnaquer. Alors, je ne sais pas si c'est arnaquer, mais voilà, je raconterai un petit peu mon début dans le freelancing. C'était un petit peu chaud. Je me suis... Oui, voilà, je raconterai ça. Bref, on va parler. Donc, je te mets le plan, c'est quoi? Je vais parler un peu de freelancing, des doutes que j'ai eus, etc. On va parler aussi de quand j'ai décidé de monter une startup, l'entrepreneuriat, formation en ligne, l'expatriation, etc. C'est parti pour la deuxième partie. Alors, je te fais un petit récap de la fin de la partie 1. J'étais en CDI à la Défense, etc. etc. et je découvre une collègue en fait, qui me parle du freelancing. Et là, voilà, je suis en CDI depuis quelques années. Je me dis, voilà, c'est peut-être temps d'aller tester l'aventure donc du freelancing. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'aventure du freelancing? Eh bien, ça commence par une rupture conventionnelle. C'est-à-dire que je suis salarié, j'ai envie de changer. À la base, le freelancing, je voulais déjà changer de boîte. Et je négocie un peu avec la boîte. Et tu connais les boîtes, tant que tu es en mission, bah, tu rapportes de l'argent. Et eux, ils se disent, bah ouais, non, on verra, attends la fin de mission, etc. etc. Moi, j'ai dit, ah, ça me saoule un peu, j'ai envie de changer. Finalement, bah, je reste dans la boîte, je reste dans la boîte, je reste dans la boîte. Moi, ça me saoule. Je prends ma décision. Je pars à l'aventure du freelancing. Sauf que le freelancing, c'est quand même risqué. Je vais pas non plus partir comme ça. Alors, je sais qu'il existe des ruptures conventionnelles où je peux avoir qu'on appelle, je peux avoir le chômage le temps que je trouve ma mission, etc., etc. Donc, je compte bien en profiter. Moi, j'ai cotisé pendant des années et donc, c'est quand même une reconversion risquée. J'y connais rien en freelancing, pas grand-chose, donc je demande un peu comment je peux faire. Rupture conventionnelle, l'ARH, etc. dit bah non, nous, c'est pas possible. Nous, on n'accepte pas chez nous les ruptures conventionnelles, etc., etc. Donc ça, c'est un truc, souvent on me dit ça d'ailleurs en coaching, etc. On me dit Mike, moi, ils veulent pas, etc., etc. Bon, c'est du bullshit. Tout se négocie et moi, j'ai négocié, je ne voulais pas, mais en même temps, bah, il va falloir trouver une solution parce qu'on arrive à la fin de mission là. Euh, on joue pas du chantage en mode il y a de l'intercontrat derrière, mais pas loin, tu vois. Donc, j'en dis non, moi j'ai un projet, je compte passer freelance. Et je pense qu'à cette époque, il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à faire le switch et ils avaient peur d'une vague de départ de CDI vers le freelancing. Ils avaient peur de ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et après, il y en a eu de plus en plus. Donc, moi, il me dit non. Et finalement, bah, je me rappelle, ils acceptent ma rupture. Alors, comment on appelle ça? J'avais des jours de congé. Ils m'ont dit, voilà, on t'enlève un peu une partie des jours qui restent et tout. Ils essaient de grappiller. Je dis, ah, prenez, allez, grappiller, grappiller. Moi, ce qui compte, c'est d'avoir ma rupture, que je puisse partir sereinement à l'aventure du freelancing. Donc là, j'attaque l'aventure du freelancing. J'ai ma boîte, j'ai tout ce qu'il faut, bam, bam, bam. Entretien tous les jours. Alors au début, alors ça c'est marrant, hein. Maintenant, je pense que les gens n'ont plus ce ressenti-là, mais j'avais vraiment, 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 quand tu es salarié depuis plusieurs années, 5, 6 ans, je sais plus combien de temps ça fait, tu es, je sais pas, tu es dans le droit chemin, t'es dans le juste, tu es dans le vrai. Tu vois. Et quand je suis parti, que j'ai posé ma démission, que j'étais inscrit à Pôle emploi, tu sais, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, comment on appelle ça, un anarchiste, un vagabond, quelqu'un qui est pas dans le droit chemin. Enfin, j'avais vraiment cette sensation-là, alors que tout, bah, t'es freelance, quoi. Mais t'as une espèce de sensation de culpabilité. Enfin, c'était vraiment, vraiment bizarre. Tu te retrouves chez toi, t'es chez toi déjà la journée, et bon, tu cherches du taf. C'est vraiment une sensation. Enfin, pour moi, quand t'as passé plusieurs années en CDI,
C'est vraiment bizarre et puis tu as cette sensation de dire: «Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je pars pas en couille? Et ma retraite? Et mes droits au ceci?» Enfin vraiment, bizarre cette sensation. Bref, je passe des entretiens tous les jours, je vois pas mal de SS2I, de SN. Je leur dis que je suis freelance et tout, ils comprennent. À l'époque, c'était oui, ils comprennent, mais pas trop. Ils disent: «Ah bon, pourquoi pas un CDI, machin, ah?» Et franchement, grosse traversée du désert. Je passe 1 mois, 2 mois de recherche. Franchement, au bout d'un moment, je suis à 2 doigts de me dire: «Bon, bah, je vais peut-être retourner à l'aventure. Je vais peut-être retourner pas à l'aventure du tout, quitter l'aventure du freelancing et retourner, en CDI». Coup de bol ou pas coup de bol, mais à force de chercher, persévérance, je signe un contrat. Trop bien. Donc je passe je vois la nana des RH là, une nana super sympa. Elle me dit: «Écoute, on a un client, il est à Opéra, finance de marché, ils sont en train de créer des ETF, machin, on va créer un truc, ouais, je comprends le truc, machin. OK, on y va». Donc je rencontre le gars, super entretien, techniquement, nickel. Il me fait passer les entretiens techniques, tout roule. Feeling, il est bon. L'endroit, il est magnifique. C'était dans une ancienne, je sais plus comment ça s'appelle, à Opéra, là, un truc, une ancienne salle de bourse et tout, historique. Enfin, super cool. Enfin, franchement, je suis hypé. Bureau, super bien. Équipe, super bien. Ambiance, ça a l'air trop cool. Et donc, bam, je signe. Elle me dit, bah, le problème, c'est que ça démarre pas tout de suite. Ça démarre dans 2, 3 semaines. Bon, bah, je signe le contrat freelance, je négocie le TJM, tout va bien, ça démarre. Ça démarre dans 2, 3 semaines. Forcément, relâche la pression là. Là, on relâche la pression après 2, 3 semaines. Je dis, bah, j'ai 2, 3 semaines où, bon, j'ai signé mon contrat, tout va bien. Et puis entre-temps, bah, j'avais déjà j'avais contacté d'autres boîtes. Et puis forcément, quand ils reviennent vers moi, je dis bah non, désolé, j'ai déjà signé ailleurs. Donc je ferme un petit peu les autres opportunités comme ça, en me disant que bah voilà, c'est bon, je suis tranquille maintenant, ça va démarrer. Et puis, semaine et passe, première semaine, deuxième semaine, puis tu vois, je relance quand même la nana et je lui dis tout va bien et tout. Puis je sens qu'elle est un peu chelou, elle me répond pas trop, etc., etc. Mais je lui dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je vois que ça sent la merde en fait. Ça sent pas bon cette histoire. Tu vois, j'étais content, j'ai une hype, enfin un soulagement. Et là, je me rends compte que putain, ça va peut-être pas se faire et tout. Donc, je vois, elle me fait tourner autour du pot. Je la shortcut un peu parce que j'avais le nom du client final, parce que j'avais passé l'entretien avec lui. Donc, j'appelle au culot. J'avais pas le numéro direct, mais j'appelle au kilo, je connaissais le nom du gars. J'appelle le standard, je dis ouais, je vous ai rendez-vous avec monsieur untel, est-ce que vous pouvez me le passer, machin, bam, ça sonne, il décroche, je dis ouais, bonjour, c'est Michael, Mike, Michael, mon vrai nom c'est Michael, Mike c'est sur YouTube. Euh, on a passé un entretien il y a 2, 3 semaines, etc. Vous m'avez dit que c'était bon, et machin. Bon, j'ai pas trop de nouvelles par rapport à la boîte, qu'est-ce qu'il en est, etc. Et là, le mec m'apprend, me dit que, ah bah non, on vous a pas mis au courant. En fait, finalement, on a trop de mal à recruter des devs, et on en a besoin de 5 là, 5, 6 pour lancer l'équipe là. Et c'est trop une galère individuellement. On va passer par une ESN qui va nous ramener un, je sais plus comment on appelle ça là, va nous ramener bam, l'équipe directement, quoi. Elle va nous ramener une équipe de 5, 6 devs et ils vont développer le truc, etc. Donc malheureusement, je ne peux pas vous prendre vous plus l'équipe à côté. Je suis obligé de prendre soit tout, soit rien. Et donc, bah, voilà, on a décidé de prendre une boîte qui va nous ramener les 5 devs d'un coup, etc. Et donc là, je suis un peu dégoûté. Donc, leçon que je retire tout ça, un contrat freelance. J'avais signé un contrat freelance, ça vaut rien. Voilà. Tu peux te retourner, tu vas aller voir je sais pas qui, machin, un contrat freelance. En gros, freelancing, c'est la jungle. Y en a qui vont dire en commentaire, ouais, mais non, quand même, légalement, ça vaut quelque chose, etc. T'as pas le temps d'aller te retourner. Si tu as signé et qu'on te dit ça démarre pas, bah ça démarre pas. Voilà. Donc, jamais avoir confiance en un contrat freelance. Tant que t'as pas mis ton cul premier jour dans la boîte, eh bien, ça ne vaut rien. Faut faire super attention. Donc là, boum, grosse douche froide. On repart à zéro. On repart à zéro. Je suis en plus en mode, je relance un peu les boîtes à qui j'ai dit, c'est pas possible. Enfin, j'ai trouvé quelque chose, je dis, ah, finalement, je suis toujours disponible, machin, etc. Ils me disent, ah ouais, bah, trop tard, mec, tant pis pour toi. Voilà. Au bout d'un petit moment, je suis contacté par une autre ESN, par Capgemini, je crois. Je crois que c'est Capgemini.
qui me disent bah, venez, machin. Donc je vais dans les bureaux à la Défense. C'est marrant, c'était la même tour dans laquelle j'étais chez Atos, 10 étages plus bas. Donc je connaissais la tour par cœur. Et sauf que c'était Capgemini. Et je vais passer un entretien, donc j'arrive là-bas, etc. Je leur dis, ah bah l'époque j'étais au 35, là vous étiez là, etc. Vous êtes là en ce moment, etc. Donc je connais le bureau, la machine à café, tout le bordel. Donc tu vois, je suis un peu à l'aise, je connais les lieux, je suis plutôt bien. Et puis le mec me pitch la mission, il me dit, bon bah, voilà, en fait, c'est un client qui a Opera, qui va lancer une plateforme pour gérer les ETF de machin, des bonds, de je sais plus quoi aussi. Non, je fais, ah bon? Putain, ça me dit un truc cette mission. C'est qui le client? Ah non, non, on peut pas vous dire c'est qui le client parce qu'on veut pas que vous travaillez en direct avec lui, machin, tout ça. Et puis là, je dis, ben, ça serait pas monsieur Intel, le directeur technique là? Il fait, ah oui, c'est lui, comment vous connaissez, etc., etc. C'est bizarre, machin, tout ça. Et là, ben, je lui dis, bah, je lui raconte l'histoire, je lui dis, bah, j'ai passé l'entretien avec lui, donc techniquement c'est bon, je peux vous rassurer que techniquement c'est bon, j'ai passé les entretiens directement avec lui, donc vous pouvez me refaire passer les entretiens techniques. Moi j'ai déjà passé les entretiens techniques avec lui, je connais un peu la mission, je sais où c'est, il n'y a pas de souci, etc., etc. Et le mec, en fait j'ai compris que cette boîte, en fait, Capgemini allait reprendre l'équipe de dev et ils cherchaient un freelance pour, en fait, eux, c'est de la sous-traitance de sous-traitance. En fait, le client final, lui, se dit, ah, filez-moi une équipe, que ce soit une équipe de dev interne ou d'autres freelance, bah, on s'en fout, on file l'équipe. Donc j'ai compris que je passais par un intermédiaire, d'un intermédiaire, d'un intermédiaire. Donc là, je me dis, ok, 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 bon, bah pourquoi pas, après tout, moi, la mission m'intéressait, pourquoi pas démarrer avec eux, il n'y a pas de, y a pas de souci. Entre-temps, moi, comme j'avais relancé un peu des pistes, c'est là que tu as trouvé l'anecdote intéressante. Entre-temps, moi, j'avais relancé un peu mes pistes, etc., etc. Et, et j'ai une réponse positive comment il s'appelle, le Crédit Agricole, la branche assurance là, de Action Montparnasse. J'ai plus le nom, c'est Crédit Agricole Assurance, je crois. Je sais plus, bref. Positif, mission qui démarre, semaine prochaine, c'est parti, machin, etc. Donc moi, entre-temps, ben, je dis au gars, parce que, oui, il faut dire que le gars, il m'avait rédigé le contrat. Il m'avait rédigé le contrat pour Opéra. Donc je signe le contrat, etc. Opéra. Et en même temps, je signe Crédit Agricole. Cette fois, je me dis, je ne vais pas me faire banane deux fois. J'avais déjà signé, je me suis fait banane. Là, je compte pas me faire banane. Donc, je dis oui à tout. Je dis oui aux deux. Et le premier qui démarre, il démarre. Et donc, finalement, bah, le premier qui démarre, c'était Crédit Agricole. Et donc, j'appelle le gars de la mission de Capgemini, et puis je leur dis, bon, bah, les mecs, malheureusement, finalement, cette mission, je la sens pas. Euh, j'ai eu une autre mission ailleurs, et donc je vais pas démarrer avec vous. Et là, le mec, il commence pas à mettre il commence pas à mettre un coup de pression. Donc le mec, il me dit, non, mais vous avez signé. Je lui dis, attends, mec, je lui dis, attends. Tu es en train de me gueuler dessus, de me dire t'as signé, que tu vas me pourrir la vie. Il me dit, ouais, non, mais le monde est petit, Paris c'est petit, l'émission c'est petit, on se reverra, on se recroisera. Moi, je vais bloquer ton profil. Ouais, pipeau. Et le mec, il me dit, mais mec, t'as signé un contrat. Je lui raconte l'histoire. Je dis, attends, tu sais que moi aussi, j'ai signé un contrat pour ce même client en plus. Le même client là dont tu me parles, il y a 3 semaines, vous m'avez mis, une autre SS2I m'a mis un plan. M'a mis un putain de plan. Donc, moi, dans mon sens aujourd'hui, j'ai signé, j'ai décidé non, je vais chez un autre contrat, chez un autre client, parce que moi, je sais pas, je vous sens pas, je le sens pas ce client. Il m'a déjà mis un plan une fois, et j'ai pas envie de me prendre un deuxième plan deux fois, donc j'ai décidé d'aller ailleurs. Voilà, non, mais c'est pas possible, blablabla. Donc, moralité, leçon de l'histoire. Bah, j'ai pas mis de leçon moralité de l'histoire dans cette histoire-là, mais tu l'auras compris, la moralité de l'histoire, c'est qu'à un moment, quand c'est dans leur sens, les contrats, ils veulent les faire appliquer, mais quand c'est pour toi, tu es un petit freelance dans ton coin, bah, si on peut te dire, bah non, tant pis, va te faire foutre, et bah tant pis, va te faire foutre. Tandis que bah, quand c'est dans leur sens, ils veulent dire, ah non, t'as signé, etc., etc. Bref, leçon de l'histoire, un contrat freelance, ça ne vaut rien tant que tu n'as pas démarrer la première mission. Donc là, j'ai ma première mission freelance qui démarre. Mission en régie,
Ce qui veut dire que c'est une mission pas au forfait, c'est-à-dire que c'est pas ouais, fais ce site web, ça dure 3 mois et après tu passes à autre chose. Non, je suis en régie, donc je vais chez le client tous les jours et je suis freelance. C'est-à-dire qu'en gros, bah, souvent, c'est des missions long terme. C'est comme j'avais l'habitude de faire avant, mais sauf que j'étais salarié, c'est des missions de. Alors, ils disent 3 mois renouvelables, mais en fait, c'est 3 mois renouvelables, mais en vrai, c'est renouvelé et c'est des missions qui durent au moins 1 an, 2 ans, voire 3 ans, voire parfois plus. Et donc je démarre là. Et donc là, ça y est, je suis enfin freelance. Alors combien j'étais? 430, je crois, il me semble. 430 de TJM. 430 de TJM. Et il me semble que la boîte me facturait à 450. Il devait récupérer 20 ou 30 de marge, un truc comme ça, la boîte par laquelle je passais. Mais comme je suis freelance, en fait, là, j'ai vraiment senti la différence, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, faut arrêter de croire que le freelancing et salariat, alors en régie, ça dépend quel type de freelancing, c'est énormément différent. Ce que je te disais avant, quand je voyais les freelances dans la boîte, c'était pareil que des salariés, on voyait pas la différence. Et là, finalement, le, en termes de structure, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un client final, je suis un développeur, je travaille pour eux. Bah, dans un cas, j'étais salarié d'une boîte et on me positionnait dans une mission et j'allais tous les jours dans la mission faire la boîte, mais j'étais salarié. Là, c'est la même chose, il y a toujours une SS2I derrière moi. Mais sauf que là, au lieu d'être salarié de la SS2I, je suis freelance de la SS2I qui va me placer. Je ne sais pas si tu vois un peu le schmilblick. Parce que les boîtes, en fait, à cette époque-là, elles n'embauchent pas des freelances en direct. Et maintenant, c'est toujours le cas. Ça existe, mais c'est très rare. Ça veut dire que, on va me dire, mais pourquoi tu vas pas directement chez Crédit Agricole, il te fait un contrat. Ils flippent. Les boîtes flippent légalement. Elles veulent pas prendre ce risque-là. Donc, elles sous-traitent à des SS2I. Donc, finalement, bah, c'est toujours la même structure. Tu es dans une SS2I salarié ou freelance, tu es placé chez un client, tu es facturé à la journée, et eux, ils gagnent une marge. Alors, c'est sûr qu'ils gagnent la marge est peut-être plus petite quand tu es freelance que quand tu es salarié, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est la structure. Et donc, c'est à peu près la même chose, à part un truc. À part un truc. À part un truc. C'est que je n'ai plus cette sensation de, comment on appelle ça, d'être salarié, en fait. J'ai plus cette sensation de, tu sais, les pipotages, ouais, mais t'inquiète, cette mission, elle se termine bientôt, après, tu auras une autre meilleure mission. Non, si je veux changer de mission, je change de mission. Ouais, on va faire l'entretien annuel, là, machin, on va faire ceci, on va faire cela. En fait, il n'y a plus ce truc qui... En vrai, je dis pas que ça sert à rien. Il y a des gens qui aiment bien les entretiens annuels, dire que cette année, ils ont bien travaillé, etc. Moi, je m'en fous de ces trucs, moi. En fait, souvent, en vrai, quand tu es dans une SS2I qui te place chez un client, même en tant que salarié, la SS2I, tu la vois jamais. Enfin, une fois, ils vont t'organiser un pique-nique, un repas à la con pour Noël. Bon, ouais, c'est une fois dans l'année. Tu vois les autres collègues, mais en fait, une SS2I, je veux pas dire c'est une coquille vide, mais c'est pas loin, ça sert à rien. Enfin, je sais quoi dire, mais c'est des coquilles vides. Et donc, quand tu es là, et donc, au lieu d'être dans une coquille vide qui en plus te saoule et te contraint et t'empêche d'aller voir ailleurs, de changer de mission ou d'évoluer, etc., etc., et d'avoir un salaire de salarié, et bah, tu es dans une coquille vide, ok, derrière de SS2I, mais tu lui dois rien. Tu es freelance. Tu vois, tu fais ta vie. Alors, bien sûr, tu respectes, tu vas pas lâcher ton client, tu fais attention. De temps en temps, tu fais un rendez-vous, tu expliques ce qui va pas, tout ça. Tu as toujours un peu de discussion, tu fais pas n'importe quoi. Mais tu perds ce truc, moi, qui me pesait. Alors, on est tous différents. Il y a peut-être des gens, ça les rassure. Moi, personnellement, ça me rassurait pas. Ça me pesait de sentir que une boîte qui sert à rien est derrière ton dos. Et ben là, tu es indépendant. Donc, moi, vraiment, j'ai kiffé. Je suis enfin soulagé, je suis rentré dans le game des freelances. Voilà, je suis soulagé. Je me rappelle d'un truc, parce que le temps de monter ma structure, j'avais pas encore un compte bancaire, société, machin, tout ça. Et je passe 2, 3 mois avant de régler ça. Et puis j'ai la nana DRH qui me dit, hey, ça fait 3 mois là qu'on t'a toujours pas fait le premier virement. Il faut absolument que tu nous files le compte là, avec la structure, etc. Machin. J'attendais d'être tout carré avant de leur donner le truc, tu vois. Et là, j'ai dit, ouais, tac, je lui file le RIB. Premier virement, 3 mois, 27 000 euros. 27 000 euros. Putain, mais j'avais mis, peut-être quand j'étais salarié, j'avais peut-être mis 8 ou 10 000 euros de côté en faisant attention, etc. Et encore, je dis ça, je suis même pas sûr, tu vois, d'avoir mis autant de côté.
en plusieurs longues années. Et là, la meuf, elle m'a fait un virement de 27 KE. Mais je me dis, mais j'adore ce métier, j'adore le dev. Et je suis toujours développeur. Et donc là, je me rends compte que voilà, il y a quelque part, alors bien sûr, c'est du chiffre d'affaires, il faut payer l'URSSAF, etc., etc. Il y a pas de souci de ce côté-là, mais quand même, tu te dis, quand tu es développeur, il y a des développeurs qui sont payés mais des cacahuètes, il y a des boîtes. Moi, à cette époque-là, je rencontrais une collègue tunisienne qui venait d'arriver, qui travaillait dans la même mission. Elle était aussi passée par une boîte. Elle était salariée, elle. Et elle me disait, ah, mais moi, ils m'ont embauché à 25 000 euros l'année. Ça veut dire que ils devaient facturer ici en mission à des sommes comme ça. Mais lui, il payait 25 000 euros l'année. Alors oui, il a payé aussi des charges salariales, etc., etc. Mais ça veut dire qu'à 25 000 euros, tu es payé combien? Tu es payé 1 500 euros par mois, peut-être? C'est combien ça? 1 500? 1 500, 1 600, je crois qu'elle était payée 1 600 euros par mois. Et d'un côté, on t'envoie 27K tous les 3 mois. Il y a quelqu'un qui capte la valeur là. Et qui capte la valeur? Bah, là, dans ce cas-là, c'était sa SS2I, sa boîte, une boîte horrible là qu'il a traité comme une merde. Là, je me rappelle, elle me disait, ouais, il m'a gueulé dessus, etc. Il y avait un autre collègue qui était dans cette boîte aussi. Je raconte un peu l'anecdote. Je l'avais pas noté cette anecdote, elle me revient en tête. Mais en fait, c'était une boîte. Le jour où le mec a déposé sa dème, le mec, il l'a appelé, il lui a mis un coup de pression en lui disant, tu peux pas quitter comme ça, je vais te poursuivre et tout, etc. Il y a des clauses de non-concurrence, etc. Alors, sachez un truc aussi pour les clauses de non-concurrence, qu'on met, vous n'avez pas le droit d'aller travailler pour une autre boîte. Ces clauses ne servent à rien. C'est pour te faire peur. Ces clauses sont, je ne vais pas dire illégales, mais c'est du pipi de chat. Ça n'existe pas. Je veux dire, sauf si tu travailles dans des secteurs stratégiques de je sais pas quoi, de militaire ou autre, peut-être j'en sais rien. Mais dans le domaine classique, ces clauses n'ont aucune valeur. C'est-à-dire que ils les mettent, mais jamais quelqu'un a réussi à faire valoir ces clauses. Ces clauses sont du vent. Donc, moi, j'ai eu des gens qui me disent, ouais, mais je n'ose pas quitter parce qu'après, je peux pas travailler parce qu'en fait, j'ai la clause de ceci. Les clauses de non-concurrence dans le dev, freelance, ça ne vaut rien. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Voilà. Donc, j'en étais où dans mon histoire de freelancing là? C'est quoi? Bah oui, voilà. Donc, je suis dans une équipe sympa, pas d'entretien, pas de pression, je suis freelance, ça tourne bien. Franchement, je me sens plutôt bien. Je me sens bien, franchement trop bien. Au début, j'ai eu cette pression, cette difficulté de switcher comme ça. Mais là, franchement, la leçon, la peur de... Alors, ce que j'ai mis dans ma leçon, la peur de la liberté, sensation bizarre, jusqu'au kiff. Voilà, c'est ça en fait. C'est que t'as rien sans rien. C'est-à-dire que cette sensation de kiff que j'ai eue, de liberté, de me dire, ah, mais je suis freelance, je, je suis freelance, stable, mission, là, cette mission elle a duré quasiment 3 ans. Donc tu es payé 400 et quelques euros, presque 8000 euros par mois de chiffre d'affaires pendant 3 ans. C'est du sûr, c'est du qualifié. Donc j'ai mis énormément de côté, machin, tout ça, nanana. C'est ce kiff d'être libre, de bien gagner sa vie, etc., etc. Eh bien, ça vient après, bah, justement, un peu une peur. Parce que la liberté, ça fait peur, en fait. Faut croire, la liberté, ça fait peur, en fait. Je pense que tu mets un animal qui est resté en cage toute sa vie, tu lui ouvres la cage, là, il a peur. Il a peur de partir. Il a peur. Il a peur. Et ben moi, j'ai vraiment cette sensation où, bah, en fait, ça m'a fait peur, la liberté. Je me rends compte, après coup, parce que sur le coup, tu ne te rends pas compte comme ça, c'est que la liberté, ça fait peur. La liberté, ça fait peur. Moi, j'ai eu peur à cette époque-là. Alors maintenant, c'est beaucoup plus courant. Maintenant, c'est beaucoup plus... C'est normal maintenant, tu vois. Mais à l'époque, voilà, cette liberté m'a fait peur. Une sensation bizarre, elle s'est transformée en fait en kiff. Après, je me suis dit, waouh, je suis trop bien en freelance. Je suis trop bien en freelance. Et c'est à cette époque-là, d'ailleurs, que j'ai commencé à avoir des collègues de cette boîte-là qui me posaient les mêmes questions qu'on m'a posé. Ah bon, t'es freelance? Ah bon, comment ça marche? Je comprends pas. T'as le droit, machin. Bah ouais, frère, il y a le droit. Enfin, du coup, pour moi, ça me paraissait logique. Donc, et là, je me rappelle plusieurs fois des gars de la boîte, viens, on va se boire une bière après le truc, tu vas m'expliquer comment ça marche, comment tu montes ta boîte, etc. Est-ce qu'on a le droit, comment tu factures, etc. Et c'est là que m'est venu aussi
cette envie de transmettre ça parce que je comprends cette peur-là, je l'ai eue et j'ai aidé plein de gens à se lancer en freelance. Et c'est de là aussi qu'est venue une de mes formations best-seller, le système freelance. D'ailleurs, tu retrouveras dans la description une masterclass offerte sur comment se lancer en freelance. Et tu pourras retrouver aussi mes formations sur le système freelance. C'est que tout ce que moi, toutes les peurs, toutes les erreurs que j'ai faites, ben, je les ai mis dans cette formation-là. Ça vient de là, ça vient de ces étapes-là. Toutes les vidéos que j'ai partagées par rapport au freelancing, ça me vient ça vient de cette année-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, mission freelance, je décide de partir, j'étais plutôt pas mal. Alors, tiens, oui, si, alors j'ai changé de boîte. Alors, c'est marrant de constater ça aussi, c'est que ça se sentait, c'était plutôt pas mal, mais en fait, la boîte avait une règle comme quoi il fallait pas dépasser les 2 ans, les 3 ans. Et là, en fait, il me faisait comprendre que bah, ça faisait 2 ans que j'étais dans la boîte et que bah, ça allait bientôt s'arrêter. Mais le problème, c'est qu'ils aiment bien quand c'est eux qui. C'est toujours pareil, hein. Ils aiment bien que ça vienne d'eux. Sauf que moi, j'avais pas envie d'attendre le coup près, quoi, qu'on me dise ah, bah c'est fini, de me retrouver à la rue. Donc, forcément, quand on m'a commencé à me dire ah, oui, tu sais, ça fait 2 ans que tu es là, ça va pas trop durer, 2 ans et demi, machin, tout ça, bah, moi, tout simplement, je me suis remis sur le marché et j'ai commencé à rechercher. Alors, c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu te remets sur le marché, tu te remets dans une phase de recherche et tu te remets toujours dans une phase de revoir tes basiques. Alors à l'époque c'était du Java, hein. Moi j'étais très développeur Java. Et donc tu revois un peu tes basiques, les questions pièges. Qu'est-ce que le polymorphisme? Ah, tu sais parce que tu développes depuis 20 ans. Non mais tu sais, il faut sortir la phrase qui soit bien. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Tu revois un peu tes basiques parce que quand tu es dans une mission, tu vois un peu tout le temps là. Tu es dans un scope quand même, tu vois, t'es dans un truc assez cadré, tu vois. Là, bah, on te redemande des trucs que peut-être t'as pas vu depuis plusieurs années, tu vois. Moi, par exemple, là, j'étais sur du J2E, je faisais pas de Spring. Bon, bah, entre-temps, il y a eu Spring 4, 5 qui s'est arrivé, il y a eu Spring Boot ou je sais pas quoi. Bon, bah, je suis positionné en tant que développeur Java J2E Spring. J'ai eu 2 ans de Spring qui sont passés. On se remet à jour, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, il y a eu, je sais pas quoi, tu vois, il y a eu l'injection de dépendance, enfin, peu importe, je sais pas ce qu'il y a eu, mais voilà, tu te remets à jour et tu essayes d'être bah, opérationnel pour aller rechercher des missions. Donc là, bah, je trouve une boîte qui étaient à Levallois, à Montrouge, alors j'ai commencé à Levallois au début, c'est pour toujours en freelance, pour une boîte un logiciel de déclaration d'impôts. Voilà, pour les expats. On va plutôt appelé optimisation légale d'impôts. Bah, après, oui, faut bien optimiser pour des gens qui ont une certaine fortune. Eh bien, ça leur permettait d'avoir des cabinets qui avaient besoin de passer par ce logiciel qui permet de déclarer, optimiser. Donc, ça leur permet de faire des simulations de déclaration d'impôts. En gros, tu simules les déclarations d'impôts et tu regardes un peu combien tu dois payer en fonction, parce que chaque année, il y a des nouvelles règles. Et donc, bah, tu dis, oh, tiens, j'ai déclaré ça, mais cette année, il y a une règle qui fait que bah, tant, ça coûte plus cher, ah, ça me revient plus. Ah, bah, je vais déclarer plus de ci, plus de ça. Bah, voilà, optimisation, quoi. Donc, je travaille pour cette boîte-là. Là, plus dev tech lead, dans le sens où, alors je pense qu'on m'a pris parce que ce logiciel-là a été développé, encore une fois, on en revient par Atos, externalisé chez Atos. Et je pense qu'ils ont eu envie de le réinternaliser, c'est-à-dire de reprendre la main sur l'outil. Et donc, ils se sont dit, c'est des technos que je maîtrisais en plus, ils ont dû. J'ai passé des entretiens comme d'autres, mais peut-être que l'aspect d'avoir travaillé chez Atos, il a fait, en tout cas, moi, les gars d'Atos, ils sont venus nous faire la présentation, je m'en rappelle, c'est des collègues, quoi. Tu vois. Donc, ils présentent l'outil, je vois un peu l'architecture technique, tout ça, du grand classique de chez Atos, enfin, même de chez partout, tu vois. Et donc, je récupère ce projet en tant que dev slash tech lead, dans le sens où bah, je suis tech lead de l'application. Je gère l'application. Je bosse avec d'autres devs qui sont à la fois dans la boîte, à la fois externes, donc avec des gens d'un petit peu partout. Et du coup, bah, je gère ce produit.
Alors c'est marrant de voir encore une fois ce type de boîte. À un moment, on rigolait avec les devs parce que t'es quelques devs, t'es 2, 3, 4 devs et pour ce type de projet. Et le nombre de, je vais pas dire bullshit job, parce que c'est des jobs intéressants, hein, quand même, enfin important. Faut pas qu'il y ait que des devs, hein, bien sûr. Sinon, ça marche pas non plus, hein. Mais pour in future, tu as le manager, manager, ouais, notre manager qui est au-dessus de nous, manager, business analyst, le chef du service. En même temps, donc ça, c'était dans une boîte. En même temps, tu avais une autre boîte qui était à Levallois, qui eux, était la partie métier. Tu as le métier, le chef de projet métier, validation. Et des fois, on faisait des réunions, tu as 3 devs et tu as 9 managers qui te disent qu'est-ce qu'il faut faire, vers là où on va aller, etc., qui décident de prendre des décisions, etc. Donc ça, c'est assez cocasse, c'est assez marrant de, de voir ça et toute cette hiérarchie, etc. Bref, travailler sur ce projet, sympa, technique sympa, ambiance, franchement, ambiance sympa. Mon chef était cool. Franchement, j'ai un chef cool, un roumain, je me rappelle. Plutôt sympa, un peu raciste sur les bords parfois. Je passe le bonjour s'il regarde cette vidéo. Je rigole avec lui. Ah non, c'est un pote. Quand je retourne à Paris, je vais le voir et il est super cool. Quand je suis retourné d'ailleurs, je suis retourné quand? Je suis retourné à Paris à Noël 2000, il y a un an, peut-être et demi, 2 ans. Ah, j'ai refait le tour des bureaux là. Ils ont déménagé, ils sont passés de Montrouge à la Défense. Je suis retourné à la Défense et je fais un petit tour du bureau. Et ça m'a fait marrer de voir les gens qui m'ont dit: «Eh, mais c'est notre cher youtubeur Mike Coder, notre star.» Je suis «Ah bon, je suis connu ici.» Et donc voilà, c'était assez marrant de. Moi, j'étais un peu gêné quand même. Parce que des fois, je dis des trucs dans les vidéos comme là, ce que je viens de dire à l'instant, ou ce que je dénonce, ou ce que je dis, voilà, les voix un peu. Voilà, voilà. Bon, mais bon, c'est la vie. Et donc, bon, je travaille là-dedans, projet, tech lead, tout ça, assez sympa. Je leur propose une refonte. À l'époque, voilà. Et là, j'arrive à cette période où ouais, Java, ça commence à me taper sur le système. On sent que c'est un peu lourdingue. Je vois tout ce qu'on essaye de faire évoluer, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Tu vois, tu fais du Java, le moindre truc. Et on se rend compte qu'il y a des concurrents qui arrivent avec des nouvelles technos, qui te font des startups là, qui font des produits comme le nôtre, mais hyper modernes. Papa, qu'en 2 minutes, ça s'adapte relativement vite et tout. Et là, on se rend compte que nous, on est sur un peu des vieilles technos, etc. Et à cette époque-là, je leur propose une refonte en gros un peu plus technomoderne. Et c'est à cette période-là que je leur propose de basculer sur des technos Node, JS, React. React, ça a démarré. Alors là, on devait être en 2015-2016, donc c'était un peu les débuts de React, c'était encore un peu balbutiement, mais on sent que la hype est là, il y avait du Redux et tout, etc. Donc je leur fais une petite démo sur ça. Donc c'est là que je découvre un peu ces nouvelles techno et je décide de faire un gros switch par rapport à ça. Entre-temps, donc voilà, je leur propose. Entre-temps, en parallèle de ça, je suis hypé par ces technos-là. On a une idée de start-up avec mon frère et deux autres collègues. Et c'est là que bah, je décide de. Alors, toujours sur du back Java, parce que j'ai quand même compétence Java. Donc, projet de start-up, je la resitue. Fixtrip, plateforme de mise en relation de touristes et de guides locaux. D'ailleurs, à cette époque-là, pour la petite anecdote, on était en concurrence avec une autre boîte qui s'appelait Get Your Guide, je crois, ou Get Your Guide, un truc comme ça. Et récemment, en voyage à New York, je me connecte sur le Wi-Fi public et je vois pub Get Your Guide. Je dis bon, bravo. Ils ont percé, ils ont gagné, ils ont réussi. Et une boîte française, hein, je crois. Et bravo à eux. Ben, nous, on n'a pas. Si je suis là aujourd'hui à te parler de ça, c'est que le projet n'a pas marché. Mais voilà, un peu l'idée du concept, c'était à l'époque où c'était vraiment les boîtes je veux dire, ce côté Uberisation, tu vois, les plateformes de mise en relation, c'était très, très à la mode. Et on décide de se lancer là-dessus. Et c'est de là que vient. Alors, mon frère, il codait pas déjà. Comme ça, c'est réglé. Il codait pas, il savait pas coder. Je lui dis, vas-y, apprends le code, t'inquiète, je te forme, machin, tout ça. Et il se met à apprendre du React. Boum, via ce projet-là. Et j'ai deux autres collègues aussi qui se mettent à apprendre à coder et qui arrivent, tant bien que mal, à développer des features sur ce projet-là. Parce que moi, j'étais sur la partie back, je développais tout le back. Le front, je développais quelques features.
je leur donnais la voie. Voilà comment il faut développer, voilà comment il faut se former sur du React, voilà ce qu'il faut apprendre, voilà les basiques, voilà les machins. Je développe 2, 3 écrans et moi, je fais des revues de code de ce qu'ils font, mais je les laisse développer parce que je ne peux pas être au four et au moulin. Et je me rends compte que ils arrivent, et d'ailleurs sur les, les 3, non, il y en a 2 qui sont dev React, un qui est resté dans un truc d'électronique, mais qui ont réussi à se reconvertir, quoi, à apprendre le code de zéro. Mon frère, voilà, qui a pas un background technique, et mon autre pote qui a du background d'électronique, mais pas ouf, qui arrive à coder, et le troisième pote aussi qui aussi a réussi à apprendre à coder, qui venait d'un background électronique. En fait, c'était des gars qui étaient en terminale avec moi, donc background électronique, mais qui n'ont pas de compétences en dev poussées, quoi, tu vois. Et, euh, et bah, qui ont réussi à apprendre le code. Je vois trois gars qui sont pas des devs, qui n'ont pas une formation dev, qui n'ont pas une expérience dev, qui n'ont pas tout ça. Je mets en place une méthodologie. Je mets en place une méthodologie pour les former, pour qu'ils apprennent. Et je me rends compte qu'à la fin du truc, putain, les mecs, ils arrivent à coder, quoi. Les mecs, ils arrivent et ils codent des features. À l'époque, j'installe un Jira pour gérer les anomalies, les features, etc., etc. Je mets ça en place, on connecte, je mets en place des process, architecture orientée service, Amazon, enfin, on a tout ce qu'il faut, prod, pré-prod, on a un environnement et on débite. On débite, on débite, on débite, on code, on code, on code, on code, on code, et on arrive à lancer ça. À l'époque, j'apply aussi à The Family. Je me faire caler, je crois. Oui, bah, c'est sûr même. Après, j'ai rempli le dossier, il m'a saoulé, là, 45 questions, j'ai fait ça à l'arrache, machin. C'est à cette époque où je découvre un peu The Family, Oussama Hamar et tous ces trucs-là, où je plonge un peu dans ce monde start-up, etc. J'ai cette motivation. C'était à l'époque, vraiment, il y a eu une hype en 2015, 2016, 2017, là, un peu la French Tech, machin. Il y avait vraiment une hype autour de la création de start-up. Et voilà, donc on développe le produit. Le produit, on fait quand même 6, 8 mois, 1 an, on le développe. On arrive à sortir une première version. C'est un peu bancal, mais ça marche. On fait rentrer quelques guides dessus, etc., quelques touristes. On est un petit peu éparpillé, on rentre des guides un peu partout. On aurait dû se focus sur Paris ou sur je sais pas quoi. Nous, on commence à prendre des guides à travers la France, des trucs un peu chelous. Bon, voilà. Mais bon, on arrive au truc. Et au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce que vous êtes prêts à quitter votre job et venir coder et tout machin, ou pas, ou quoi? Et en même temps, on génère 0 € et bah, la plupart des gens, j'ai un pote qui m'a dit: «Ah non, moi, c'est trop risqué». Après, je peux comprendre, en vrai, je pars sur un projet comme ça, il faut vraiment avoir des burnes, hein, pour le faire. Même avec 1 an ou 2 ans de chômage, hein, tu sais que 90% des startups échouent. Mon pote laisse tomber. Mon autre pote, il aurait pu suivre, mais bon, voilà. Et mon frère, de toute façon, il était en galère. Lui, il dit: «Ah, bah, je sais pas, moi, machin». Bah, moi, je lui dis à mon frère: «Bon, bah, je crois qu'on va devoir laisser tomber ce projet-là». Moi, j'avais investi un peu de thunes dedans. On avait développé les trucs. J'avais investi peut-être 5 000 à 6 000 balles, peut-être, dans ces eaux-là. Bah, à la fin du compte, on s'arrête là. Et bah, mon frère, je lui dis: «C'est le temps d'aller trouver du boulot. Va falloir aller trouver du boulot». Et c'est là qu'il est parti à l'aventure du boulot. Et moi, fort de cette expérience, j'arrive à Bali. J'arrive à Bali. Je suis pas à Bali encore. Je suis encore à Paris. Le freelancing, c'est cool, mais bon, je m'ennuie. L'expérience startup, ça m'a hypé, mais à un moment là, j'ai pas envie de me lancer dans un deuxième projet. J'ai envie de quitter la France et je décide de partir à Bali. Voilà, on décide de partir à Bali. Je sais que je suis freelance depuis des années. Je suis dans un bureau à la con alors que je peux être en remote. Pourquoi pas Bali? Donc, on décide de partir à Bali avec ma femme. Et projet, je me dis dans un premier temps, bah, je vais être toujours freelance en remote. Et ensuite, par la suite, eh bien, je vais me lancer, je vais essayer de faire ce que j'ai fait avec mes 3 potes là. J'ai réussi à les former au dev. Je vais voir si je peux pas lancer un business sur YouTube de vente de formation, c'est-à-dire d'aider les gens via des vidéos gratuites sur YouTube
Et ensuite, eh bien, de proposer des formations pour leur apprendre à coder, tout simplement. Je l'ai fait avec des potes, ça a fonctionné. Même moi, au début, j'étais un peu sceptique, pour te dire, moi, sceptique sur ça. J'ai vu que ça a fonctionné et j'ai essayé de faire ça. Donc, 2017, 2018, je ne sais plus quelle année, 2017 ou 18, 2018, je crois. Hop, j'arrive à Bali. Je fais un peu de freelancing. J'ai mon ancien client qui me dit, bon, écoute, on bosse un petit peu encore avec toi, donc je suis un peu en freelance, machin. Mais voilà, je décide quand même de me mettre à fond sur ma chaîne YouTube. Je fais du content, je crée des formations. Et là, bah, ça marche. Ça cartonne. Pas en termes de vues, tout ça, tu vois, ça reste une chaîne assez confidentielle, on parle de code, des trucs comme ça. Donc, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, tout ça, ça reste confidentiel. Mais en termes de business, bah, effectivement, il y a des gens qui ont envie tu vois, que j'ai réussi à motiver. Alors, il y a énormément de gens que j'ai réussi à motiver et qui m'ont dit, Mike, merci. Mais moi, le nombre de messages, et c'est OK, franchement, il n'y a aucun problème. Le nombre de gens qui me disent, Mike, grâce à toi, je me suis formé. Alors, pas chez toi. J'ai pris une formation, je suis allé à telle école ou tel truc, ou à Pôle emploi ou machin, et maintenant je suis développeur, merci à toi parce que tu m'as donné la motivation de le faire. Donc il y a des gens et c'est très bien les gens qui ont eu la motivation de le faire par eux-mêmes. Et en même temps, il y a des gens qui sont formés chez moi et qui sont ensuite passés freelance, etc., etc. Et en plus, entre-temps, il y a eu le Covid, les gens ont été confinés, etc. Et donc voilà, un petit peu pour l'histoire. Et donc je suis toujours dans le code, toujours à faire des formations, toujours à apprendre. Et là, en ce moment, d'ailleurs, je suis encore sur un gros programme qui va être encore plus ouf que tous les programmes que j'ai fait. Parce que ça fait 5 ans, 6 ans que je suis maintenant formateur sur YouTube. Formation, on en a fait sur quoi? Sur Git, GraphQL, Prisma, du JS de base, du React, du TypeScript, du machin, du tout ça. Euh, Là, je suis sur un truc vraiment du costaud. Ça fait 6 mois que je bosse dessus. Et je serai content de te le présenter bientôt. Ça va être encore une grosse folie avec de grosses transformations derrière. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire. Ça fait donc plus de 25 ans que je suis, tu vois un peu là, ma barbe devient blanche. Je dois avoir un peu des petites rides ici, paire de cheveux. Je suis sur YouTube. Alors sur YouTube, on m'a fait récemment, on m'a proposé, j'ai reçu une demande de partenariat sur un coiffeur en Turquie qui a vu mes vidéos YouTube probablement et qui m'a dit, mec, on te propose un partenariat de greffe de cheveux. Donc voilà, je dois perdre un peu mes cheveux. Et je lui dis merci pour le partenariat. On verra ça plus tard. C'est les petites anecdotes sur YouTube, hein. Tu reçois de drôles de collaborations. Alors, je ne fais pas de collaboration, moi, malheureusement, mais pourquoi pas me refaire les cheveux. Voilà. 25 ans après, je suis toujours là, à coder, à apprendre le code. Alors, bien sûr que j'ai eu des hauts et des bas. Bien sûr que plein de fois, j'ai eu envie de faire autre chose. Que ce soit il y a très longtemps, dès mes premières années, envie d'évoluer vers du business analyst, de la gestion de projet, des choses différentes, mais finalement, je suis revenu au code. Bien sûr que quand tu es en CDI, tu as envie de faire autre chose, tu fais du freelancing. Bien sûr, quand tu fais du freelancing, tu as envie de changer de techno. Bien sûr, quand tu as fait 15 ans que tu fais du Java, tu as envie de faire du React. Bien sûr, quand tu fais du JS, tu as envie de faire autre chose. C'est comme ça. Le dev, quand tu restes enfermé trop longtemps, eh bien, ça peut saouler. Donc, pour conclure, je pense que personnellement, moi, ce qui compte le plus, si je devais faire une petite conclusion par rapport à ça, ce qui est vraiment important de retenir, c'est de s'adapter, tout le temps s'adapter. Le nombre de gens que j'ai vus s'enfermer sur des technos à l'ancienne et qui, plus tu t'enfermes, plus tu as peur de faire autre chose, j'en ai vu trop. Que ce soit mes premières missions, même en alternance, je voyais des anciens là qui étaient sur des vieilles technos qui avaient peur d'essayer de se reconvertir, etc. Ils avaient peur de quitter la boîte, ils avaient peur de changer, ils avaient peur d'évoluer, ils avaient peur de tout, ils avaient peur de tout. Quand tu t'adaptes pas, tu as peur de tout et plus tu es loin de ce qui se fait, plus l'écart est. Tu vois, il faut tout le temps suivre la tendance, il faut tout le temps avancer, il faut tout le temps se former, il faut tout le temps être à jour, il faut tout le temps être en mouvement, il faut tout le temps changer de boîte, etc. Parce que plus tu vas rester longtemps dans la même boîte, plus tu vas sentir que tu es dépassé, que tu vas plus avoir cette énergie de changer. Donc c'est très important ça, de toujours rester en mouvement, toujours s'adapter, toujours être maître. T'es maître de ton chemin, de ta carrière, de ton évolution. Moi, regarde, personnellement, j'ai été maître, que ce soit du stage, de l'alternance, décider d'aller CDI, freelance, vente de formation, start-up,
entrepreneuriat, vente de logiciels, etc. Tout ça, c'est du dev, mais c'est du dev, je ne suis pas guidé par quelque chose, c'est moi qui décide d'aller vers ces choses-là. Il ne faut pas s'enfermer par peur, il ne faut pas s'enfermer dans des schémas, dans des boîtes, dans des missions. Même les freelances, hein. Je vois les freelances aussi qui sont 2, 3, 4 ans dans la même boîte, qui ont peur de quitter leurs clients parce que après, bah, ils ont peur ils se disent: «Ah mais je quitte quand même un client à 500 € par jour, ça c'est dur». Et ouais, mais plus c'est long, bah, plus c'est risqué, hein. Nassim Taleb dans son livre Antifragile, il te fait l'anecdote il te parle il te fait comment on appelle ça, l'histoire de la dinde de Noël. La dinde, elle est nourrie tous les jours. Tous les jours, elle est nourrie. Tous les jours, elle voit son maître venir en lui donnant de la bouffe. Donc, elle pense que tous les jours, ça sera la même chose. Tous les jours, elle aura à manger. Donc, elle, sa vision, c'est si hier, on m'a donné à manger, bah, demain, on va me donner à manger. La vie est belle. Sauf que le 24 décembre, eh bien, on ne donne plus à manger. Le 23 décembre, là, son maître, il vient pas pour lui donner à manger. Tu vois, il s'y attend pas. La dinde ne s'attend pas à ça. Bon, je l'ai mal raconté l'histoire, mais tu auras compris. Toi, si tu es dans un mood en disant tous les jours c'est pareil, bah forcément tous les jours ça sera pareil. Le jour où tu vas terminer comme la dinde de Noël, boum, c'est terminé et que tu vas te retrouver un peu au dépourvu, eh ben ça sera trop tard. Et c'est important que les choses ne viennent pas de source extérieure. Faut pas que tu sois viré de source extérieure. Faut pas que tu changes de mission de source extérieure. Faut pas que tu te formes de source extérieure. Il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu décides ton propre chemin. Il faut apprendre à kiffer, tout le temps kiffer, tout le temps kiffer. C'est dur. Je sais, on n'est pas là non plus. On a un métier, on n'est pas là juste pour rigoler. Mais si le métier devient chiant, bah, c'est déprimant. Et faire 25 ans en se faisant chier, c'est quand même compliqué. Donc c'est important de kiffer, de kiffer. Comment on kiffe? Bah, on kiffe par rapport au projet, par rapport à une équipe, par rapport à des technos, par rapport à du challenge, par rapport à du renouveau. Donc, c'est important de tout le temps s'adapter, se remettre en mouvement pour kiffer, hein. Et je terminerai avec cette citation de ce que disait plutôt dans Thinkerview, comment il s'appelle notre cher ami, l'économiste, j'oublie tout le temps son nom, Charles Gave. Et je pense que ça s'adresse très bien aux développeurs, hein, cette citation de Charles Gave. Ça s'adresse très bien aux développeurs. En aucun cas, vous restez si vous vous emmerdez. En aucun cas vous ne restez si vous vous emmerdez. Vous vous barrez. Si vous vous faites chier, vous vous barrez. Voilà. Et ben, je vais terminer cette vidéo là-dessus. À chaque fois que je me suis fait chier, je me suis barré. À chaque fois que j'ai pas aimé une situation, j'ai changé. À chaque fois que j'ai pas aimé un truc, j'ai évolué, j'ai changé. J'ai fait que des choses qui me plaisent. Et aujourd'hui, eh bien, je suis à Bali. Je travaille sur des sujets toujours liés au code, des sujets qui me plaisent. Je crée mes propres formations. Et voilà, sur une nouvelle techno. Je suis toujours en mouvement, je kiffe, ça me plaît. Et c'est comme ça qu'on reste à faire 25 ans de dev. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, t'abonner, partager. Tu connais la musique. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors, si tu as envie de devenir développeur freelance, je t'ai fait une vidéo sur le sujet, le guide 2024 pour devenir développeur freelance. C'est cette vidéo.